passe à l'actualité. La loi anti-casseurs arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À l'origine, issue de la droite, c'est Bruno Retailleau qui a fait voter au Sénat. Elle a été soumise à plus de 200 amendements. Est-ce que, pour vous, c'est une loi, au fond, qu'on pourrait appeler anti-gilet jaune? Allez. Je pense que la loi, vous l'aviez dit, hein, elle a été élaborée en fait avant le mouvement des Gilets jaunes. Donc elle pose plus foncièrement, au-delà de la mobilisation des Gilets jaunes, la question des libertés publiques. Et cette loi, au-delà d'être anti-Gilets jaunes, elle est surtout liberticide. Et c'est ça qui est le plus grave, je pense. Moi, j'ai travaillé avant dans les droits de l'homme. Et donc, quand on regarde cette loi sous le prisme des droits de l'homme, ça porte une certaine atteinte à la liberté de manifester. Et d'ailleurs, et des signes qui ne trompent pas, Amnesty International est vent debout contre cette loi. Je les cite, hein, cette loi permettrait à un pouvoir politique peu soucieux des droits de l'homme de priver arbitrairement des milliers de citoyens de manifester, de poursuivre arbitrairement de nombreux manifestants et de dissuader les autres de participer à des manifestations. Voilà, je pense que le débat est posé en ces termes aussi par Amnesty International. Et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, je pense qu'il y a un certain nombre de députés de la majorité qui sont mal à l'aise aussi face à cette loi, puisque quand la loi est passée en commission la semaine dernière à l'Assemblée nationale, un certain nombre d'amendements ont été déposés par des députés En Marche, notamment contre l'interdiction administrative de manifester. Donc je pense qu'il y a un certain malaise face à cette loi, y compris dans les rangs de la majorité. Expliquez-nous, quelles sont les propositions, les solutions que propose la France Insoumise pour lutter contre les casseurs dans les manifestations? Mais vous savez qu'en réalité, les policiers ont largement les moyens d'agir. Et d'ailleurs, se pose aussi la question à laquelle ne répond pas le gouvernement, des violences policières, puisque là, on arrive sur le terrain on voit que le gouvernement se mobilise assez fortement sur la question des violences des casseurs, et on l'entend très peu sur la question de la violence, des violences policières, des armes détenues par les policiers, des LBD, des grenades de désencerclement. Et les propositions de la France Insoumise, c'est le sens d'une proposition de loi qui va être déposée, c'est d'avoir un moratoire sur ces armes, de pouvoir les évaluer, d'avoir une commission d'enquête et d'y mettre un terme. C'est aussi le sens de la proposition du défenseur des droits qui s'inquiète, et d'ailleurs même de François de Rugy, qui à l'époque, en 2009, avait proposé une proposition de loi pour interdire les lanceurs de balles de défense. Patrice Moyon. Manon Aubry, les Gilets jaunes toujours, avec une setlist déposée pour les européennes, avec 10 noms et déjà 2 défections, dont celle du directeur de campagne. Comment est-ce que vous interprétez ces défections ? Je pense que ces défections illustrent aussi le malaise au sein du mouvement des Gilets jaunes. On sait qu'une grande partie des Gilets jaunes n'approuvait pas cette liste, qu'ils le voyaient comme une manière de diviser et une stratégie qui pouvait être exploitée par le gouvernement. Donc moi, je n'ai pas intérêt à agir, si vous voulez, en tant que tête de liste pour la France Insoumise, sur des listes Gilets jaunes. Peut-être qu'il y aura d'autres propositions à l'avenir. Moi, je ne veux pas décourager les gens de venir en politique. Plus on est à porter des messages similaires, mieux c'est. Le président de la République est en Égypte et hier, il en a profité pour déplorer les 11 morts qu'il y a eu pendant ce mouvement. Mais alors, il a précisé que selon lui, aucun n'était dû aux forces de l'ordre. Est-ce que c'est votre avis, Manon Aubry ? Vaut mieux tard que jamais pour avoir un mot de compassion pour ces 11 morts, mais je pense aussi aux 3000 blessés, que ce soit des mains arrachées, des éborgnés, qui vont garder des séquelles à vie pour avoir participé à une manifestation. Je regrette que le président de la République se dédouane immédiatement et n'ait pas un mot de reconnaissance sur le rôle aujourd'hui qu'a pu jouer la police dans un certain nombre de blessures. Je ne dis pas pour l'ensemble des morts. Est-ce qu'il y a eu des morts liées aux forces de l'ordre, selon vous? Est-ce que vous avez un seul exemple? Bon, je ne vais pas citer d'exemple pour ne pas lancer la polémique là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a eu énormément de violences et énormément de blessés dus aux forces de l'ordre. Patrice Moyon. Sur la scène internationale, Emmanuel Macron fixe 8 jours à Nicolás Maduro au Venezuela pour appeler à de nouvelles élections. Alors, on a du mal à comprendre la position de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, lui, appelle à une dissolution de l'Assemblée nationale en France, mais il est contre de nouvelles élections au Venezuela. Quelle est votre position à vous? Je pense que la situation n'est pas forcément comparable entre le Venezuela et la France. Il y a eu des élections au Venezuela contestées par l'opposition.
Je pense sincèrement qu'il faut une sortie par le haut et un apaisement sur la situation du Venezuela. Je n'ai pas de jugement à apporter sur le gouvernement de Maduro, mais je pense qu'on a intérêt à avoir une médiation. C'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Moi, je vous le dis, je n'ai pas de position à avoir sur la politique nationale au Venezuela. Par contre, je suis sensible au drame humain qui se passe en ce moment au Venezuela et qui peut conduire à une guerre civile. Et donc, il faut une désescalade. Pour une désescalade, il faut un apaisement et pas attiser les tensions comme le font un certain nombre de pouvoirs étrangers. C'est un coup d'État ce qui se passe actuellement ? Oui, c'est un coup d'État. C'est ce que dit Jean-Luc. Oui, c'est un coup d'État. Et il faut pas, je me souviens notamment d'un édito du Monde, il faut pas, si on pense que l'élection précédente est un coup d'État, répondre à un coup d'État par un coup d'État, c'est une spirale infernale. Donc pour sortir de cette spirale infernale, il faut revenir devant les urnes, si nécessaire, mais il faut le faire dans des conditions qui soient sereines de la démocratie. Je pense en France comme au Venezuela, qu'à la fin, c'est la démocratie qui doit trancher et permettre d'apaiser les choses. Mais le bilan économique et social de Nicolás Maduro est désastreux. Vous savez, je ne suis pas là pour défendre le bilan économique et social de Maduro. Je pense que ce n'est pas mon rôle en tant qu'actrice politique en France. Vous êtes un peu en décalage avec Jean-Luc Mélenchon là-dessus, Marcelo Vestrel a raison. Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait la défense d'un système économique et social qui a pu porter ses fruits dans le passé, mais n'est absolument pas derrière Maduro. Et de nouveau, je pense que ce n'est pas notre rôle. À l'inverse du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qui eux se tiennent derrière et en soutien à l'opposition, moi j'ai envie d'avoir un discours d'apaisement. Ces derniers jours, oui, et je le regrette. Et c'est pour ça que je vous dis que la meilleure solution, c'est d'avoir une sortie par le haut, c'est une sortie par les urnes, c'est un apaisement et pas attiser les tensions comme le font les puissances étrangères, comme le fait les États-Unis qui sont derrière. Comme le demande Emmanuel Macron. C'est une possibilité d'avoir de nouvelles élections, mais encore faut-il assurer la sérénité de ces nouvelles élections, assurer la transparence de ces élections, et ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc l'ultimatum en la matière posée par Emmanuel Macron est trop court pour organiser des élections dans un cadre serein. Alors justement, la France insoumise est à la pointe du combat des Gilets jaunes, mais elle n'en profite pas. Pire, elle perd des points dans les sondages. Comment est-ce que vous expliquez cette chute dans les sondages de la France insoumise, en dépit de son soutien aux Gilets jaunes? Alors déjà, la première chose, c'est que nous soutenons les Gilets jaunes pour leurs revendications et nous ne sommes pas comme le Rassemblement national à le soutenir par opportunisme et après, d'un coup, s'arrêter. Mais vous n'avez pas tort, je ne le refuse pas, le Rassemblement national est en tête dans les sondages. La manière dont je l'analyse est de plusieurs choses. La première, c'est que, vous savez, souvent on m'interroge sur le Rassemblement national est devant, voire même convergence Rassemblement national, France insoumise, mais on a très peu de temps en général pour parler des revendications de fond. Et donc, je le dis, et c'est aussi pour ça que je m'engage en politique, le Rassemblement national n'est pas pour l'augmentation du SMIC. Le Rassemblement national n'est pas pour le partage des richesses. Ça fait partie des revendications qui sont au cœur du mouvement des Gilets jaunes et dont on parle assez peu. On sait assez peu quelle est la position réelle du Rassemblement national qui surfe là-dessus. Après, la campagne vient tout juste de commencer s'agissant des européennes. Et moi, j'ai envie de me battre avec mes tripes, avec mes convictions pour dire que oui, une alternative est possible. Oui, le partage des richesses est possible, y compris à travers des régulations au niveau européen. Et donc, j'espère aussi pouvoir inverser la tendance. Ça fait partie du débat politique. Est-ce que vous avez vu que ce soir, Raphaël Glucksmann, l'essayiste qui a son mouvement Place Publique, organise un meeting pour demander, supplier aux partis de gauche de se réunir, de ne pas partir divisés, sinon ça va être une catastrophe. Pourquoi LFI n'y va pas? Pourquoi la France insoumise part seule dans son couloir? Alors, vous savez, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les acteurs associatifs. Je pense à Claire Nouvian, par exemple, qui font partie de ce mouvement. Mais la vraie question, c'est sur quelle base politique? Aujourd'hui, on a un vrai point de divergence avec une partie des mouvements de gauche qui, pour moi, continue ces promesses faites sur l'Europe sociale, etc., sans mettre les moyens qui sont derrière. Et donc, un des points de divergence que nous avons est la méthode pour obtenir un changement radical au sein de l'Union européenne. C'est insurmontable entre vous? Non, je ne dis pas que c'est insurmontable. On peut par ailleurs avoir des discussions sans aucun problème. Vous savez, moi, je viens du milieu associatif. J'ai passé mes années dans le milieu associatif à dialoguer avec différents pans du milieu associatif. Donc, bien sûr que nous pouvons dialoguer, mais c'est la démocratie, nous pouvons dialoguer avec tout le monde. Par contre, là où il faudrait, pour moi, plus de clarté de la part de Place Publique et d'autres mouvements à gauche, et ils nous parlent des traités européens, comment, dans le cadre des traités actuels,
Peut-on investir massivement dans la transition écologique? Peut-on lutter efficacement contre l'évasion fiscale? Donc pour nous, il faut changer le cadre de ces traités-là. Et pour ça, il faut imposer un rapport de force au sein de l'Union européenne. Je crois que ces mouvements n'y sont pas prêts et c'est dommage.